Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Le nom de Florence Nightingale n'est pas évocateur pour tout le monde. Pourtant, c'est à cette Anglaise née en 1820 que les infirmières doivent leur reconnaissance en tant que profession. Sa vie tout entière dédiée à sa vocation a été un combat pour faire accepter l'idée qu'une femme puisse accéder à une profession médicale à l'égal de l'homme. Féministe avant la lettre, elle a bénéficié d'un appui inconditionnel de la reine Victoria pour mener à bien sa mission de réformatrice. C'est sa vie que je vous propose de raconter dans cet épisode en 2 parties. Première partie, les caprices d'une vocation. Novembre 1854, base anglaise de Scutari à Istanbul, en Turquie. Sous la tente, où l'on ramène les blessés par dizaines, le spectacle est effrayant. Des gémissements, des râles, et la puanteur caractéristique des chairs en décomposition. Le chirurgien, mécaniquement, reproduit les mêmes gestes sur chaque soldat. Il coupe un bras ou une jambe comme il couperait du bois. Pas le temps de réfléchir. Lorsqu'une blessure est trop grave, l'amputation est un moindre mal. Une hésitation et c'est la gangrène, puis la mort. La pestilence infeste tout l'espace de l'infirmerie. Prendre 10 secondes pour réfléchir sur un cas et c'est 50 personnes qui mourront. Florence Nightingale, munie d'une lampe, passe de lit en lit. Elle s'approche de chaque visage, pose sa main sur une épaule ou sur un front. Ici, certes, le chirurgien est roi, elle n'a pas son mot à dire, mais elle sait donner ce que d'autres n'ont pas. Au cœur de la souffrance, elle a compris la puissance de l'espérance. Savoir panser une plaie physique, ça tout le monde sait le faire. Mais donner son cœur à celui qui agonise pour qu'il retrouve la force de lutter, ça n'est pas donné à tout le monde. Florence Nightingale fait partie des jeunes femmes qui se sont portées volontaires pour soigner les blessés durant la guerre de Crimée. La guerre de Crimée oppose en 1853 une coalition euro-turque, anglais, français et turc, à la Russie. Le commandement a vu d'un œil circonspect ces quelques 40 éléments féminins revendiquer leur droit à participer à l'effort de guerre. Elles ne portent pas les armes, certes, mais la guerre est une affaire d'hommes. Mais la situation est grave. Dès le début du conflit, les problèmes se sont accumulés. Avant même que ne commencent les combats, 20% des soldats contractent le choléra ou la dysenterie. C'est une hécatombe. Florence a d'abord pensé pouvoir venir à bout des blessés avec 20 infirmières. Puis elle en a demandé le double. Malgré cet effectif conséquent, la mortalité dans le camp est terrifiante. En moins de 2 ans, 4000 hommes succombent à leurs blessures. Florence est une fille pratique. Elle a l'esprit mathématique. Il ne lui a pas échappé que ces décès, dans leur immense majorité, ne sont pas dus aux blessures infligées, mais à l'hygiène délétère qui règne dans le campement. L'évacuation des eaux est défectueuse, l'air n'est jamais renouvelé, faute de ventilation. Comment peut-on accepter de laisser des hommes dans ces conditions ? Au plus fort de la guerre, Florence Nightingale exige une commission d'enquête. 6 mois après son arrivée, une délégation arrive donc en Turquie, à Scutari. On se rend à l'évidence, même des gens en bonne santé tomberaient malades dans de telles conditions. Immédiatement, on fait assainir les égouts. On crée des systèmes de ventilation. En quelques semaines, la mortalité des blessés est divisée par 10. En 1856, Florence Nightingale, qui était partie d'Angleterre en anonyme, y revient auréolée de gloire. Dans toute la presse, on ne parle
que d'elle. Sa notoriété, quelques semaines après son retour, côtoie celle de la reine Victoria. Celle-ci lui adresse une lettre qui constitue une véritable révolution dans cette Angleterre où le principe masculin garde la primauté sur tout et sur tous. C'est la lettre d'une femme à une femme qui manifeste la reconnaissance d'une reine vis-à-vis d'une simple infirmière concernant un fait jusque-là exclusivement masculin, la guerre. Que s'est-il donc passé pour que ce bouleversement se produise au beau milieu du XIXe siècle? Qui est au juste cette Florence Nightingale, qui était jusque-là parfaitement anonyme et qui n'avait rien pour attirer sur elle l'attention de ses contemporains? Florence Nightingale naît le 12 mai 1820 à Florence, d'une riche famille anglaise installée pour 2 ans en Italie. Ses parents ont tenu à lui donner le nom de la plus prestigieuse des cités de la Renaissance. À la fin de l'année 1820, les Nightingale regagnent leur terre du Derbyshire, dans l'est de l'Angleterre. C'est une famille unie, dirigée avec amour et fermeté par un père cultivé et profondément croyant. La famille confesse une foi alors séparée du dogme anglican en vigueur en Angleterre. On les appelle les unitariens. C'est une religion chrétienne, mais qui a la particularité de se montrer progressiste sur de nombreux points. Au centre de cette croyance, le service des autres, et en particulier le service des pauvres. Les Nightingale financent largement les soins médicaux de la région qu'ils habitent. Ils rendent visite aux malheureux, mettent en place une prise en charge des malades. Dans l'éducation que reçoit Florence, c'est son père qui s'occupe d'enseigner les matières propres à ouvrir l'esprit, le latin et le grec, et pour les langues vivantes, l'italien ou l'allemand. Apprentissage dans lequel toutes les valeurs humanistes sont mises en avant. On n'oublie pas chez les Nightingale que le grand-père William Smith, parlementaire pendant presque un demi-siècle, fut l'un des artisans de la liberté de culte et de l'abolition de l'esclavage. Florence a une sœur aînée, Parthénope. Leur père met un point d'honneur à leur transmettre autant que s'il avait eu des fils. L'égalité entre hommes et femmes fait partie de ses convictions. Pourtant, Florence semble plutôt mal partie. Elle est rêveuse, mélancolique, ombrageuse. Depuis son humble chambre qui ne comporte qu'un lit, un miroir et 2 tables, sans aucune décoration, elle médite des heures à sa fenêtre. Ses premiers élans la porteraient plutôt à la contemplation et au mépris des hommes. Un invalide préférera de loin la compagnie d'un chien plutôt que celle de son infirmière, car le chien ne parle pas, et plus je connais les hommes, mieux j'aime les chiens. À 16 ans, son cœur est dans la tourmente. Elle se trouve misanthrope. Le souci du pauvre l'obsède, mais elle ne voit pas d'issue aux souffrances du monde. Que faire? Pourquoi cette vallée de larmes? Comment une seule personne pourrait-elle venir à bout du mal qui écrase les hommes? Elle est revêche, rebelle. Elle accumule les provocations. Quand j'étais une enfant et que je me conduisais mal, cela mettait toujours un frein à ma rêverie. Je ne saurais dire pourquoi. Est-ce parce que mal se conduire est plus intéressant que les motivations qui amènent l'homme à un état de sereine civilité? Sa sœur, docile à l'enseignement paternel, se passionne pour l'architecture et la peinture. Elle aime Botticelli et Gainsborough. L'Angleterre n'a pas effacé l'Italie de son enfance et elle s'est mariée dans son goût les illustres portraitistes de son pays et les maîtres du XVe siècle italien. Mais Florence, elle, s'abîme dans les questions existentielles. Comment venir à bout de la pauvreté? Durant ces heures de tourment, elle s'applique à penser des poupées cassées. Elle ne peut accepter le fossé qui la sépare des déshérités. Pourquoi est-elle riche?
Pourquoi d'autres sont-ils condamnés à vivre dans la misère? Quel sens cela a-t-il? On voit dans chaque cottage de telles difficultés qu'elles appellent la compassion. Par moments, je me dis que la mort doit être moins effroyable que la vie. Les tourments d'une âme désœuvrée trouvent souvent un terme dans l'action. En 1837, l'Angleterre subit une terrible épidémie de grippe. Florence, miraculeusement épargnée, se met aussitôt au service de son entourage. Et le fait d'aider les autres, les jours passant, va l'aider elle-même à retrouver un peu la force de vivre. Elle est de tous les secours, rassurer, donner des soins, assister les mourants. Un soir, alors qu'elle se trouve dans sa chambre, c'est l'embrasement. Elle reçoit un appel précis, concret, venu du ciel. Dieu m'a parlé et m'a appelé à son service. L'ordre catégorique s'accompagne d'une guérison. De dépression, il n'y a plus aucune trace. Son cœur est bouleversé. Elle verse des larmes de joie. Comme consumée par le feu dévorant de la foi, elle se rend auprès de chaque malade de sa famille, oubliant les repas, oubliant le sommeil. Elle a trouvé sa voie. Elle sera infirmière. En même temps que l'appel au service de l'être humain en particulier, elle se passionne pour les questions sociales et politiques. La famille a décidé de refaire un tour d'Europe. Florence Nightingale se montre enthousiaste. Elle est avide de tout connaître, de chaque pays visité, de la politique aux beaux-arts. Si elle s'intéresse aux paysages, elle note particulièrement les lieux de pèlerinage et les institutions bénévoles. Elle s'intéresse aussi à la politique des pays qu'elle traverse et se sent solidaire du combat que livrent les Italiens, par exemple, pour l'indépendance de leur nation et sa réunification. Elle maîtrise parfaitement le français, l'allemand, l'italien, chante agréablement et joue du piano. Les grandes vocations vont souvent de pair avec de grands excès. Libérée de la dépression, elle veut maintenant appliquer de façon concrète sa vocation dans le monde. À l'hiver 1838, elle fait la connaissance de celle qui deviendra sa meilleure amie, Marie Mole, une compatriote féministe et francophile qui tient salon à Paris. Elle aurait été incapable d'ennuyer qui que ce soit, écrit Florence à son sujet. C'est par son entremise que Florence est admise dans le salon très parisien de la célèbre Madame Récamier. Elle y rencontre les auteurs les plus brillants et les plus en vue du moment. Chateaubriand, Lamartine, Musset, Stendhal. Elle se passionne pour George Sand, dont elle lit tous les romans. Cependant, cette soif d'aborder la totalité de la vie artistique et littéraire de l'époque se trouve vite étanchée. Florence a sans doute appris beaucoup, mais aucune de ses connaissances ne lui sert à rien. Elle se retrouve seule face à ses interrogations. Un court moment, elle a pu croire que la littérature ou l'art pouvaient sauver les hommes. Elle ne le croit plus. Alors qu'elle approche des 25 ans, sa famille cherche à la marier, mais elle écarte tous les prétendants avec dédain. Quant à apprendre pour apprendre, elle a compris que ça ne servait à rien. Pourtant, l'Angleterre vient d'inaugurer le tout nouveau Queen's College, qui ouvre la porte de l'enseignement supérieur aux jeunes femmes. Elle n'y prête aucune attention. À un moment de ma vie, j'ai assouvi ma soif de faire des études et d'acquérir des connaissances, mais cela n'a pas duré. Au terme de ce périple intellectuel qui a suivi l'illumination de ses 17 ans, elle écrit « La première chose à laquelle je me souviens avoir songé, et la dernière, ce fut le travail d'infirmière ou à défaut l'éducation, mais plutôt celle des délinquants que celle des jeunes. » Au plus profond de son cœur, il y a donc toujours cet appel. Il s'accompagne d'un étrange sentiment de culpabilité, obstiné, lancinant. Florence est comme hantée par l'idée d'une faute à expier. Elle l'exprime souvent dans ses lettres. On a beaucoup disserté sur l'origine de ce sentiment, bien sûr. Ce qui torture un être est toujours plus mystérieux
et plus attirant que ce qui le réjouit, que ce qui le rend heureux. Elle écrit à sa tante Anna « Bénis-moi, bénis-moi, je l'implore, j'ai tellement fauté. Si Dieu ne l'a pas encore fait, c'est que je ne mérite pas qu'il le fasse. » Mais on aurait tort de faire de Florence Nightingale une bigote. Sa foi est ardente, mais elle n'est ni une illuminée, ni une de ces âmes frappées d'imbécilité et qui trouvent dans la foi un masque pour cacher son indigence. C'est une âme qui cherche, qui brûle de mettre sa vie en accord avec ce qu'elle a ressenti au plus profond d'elle-même et qu'elle nomme vérité. Quel sera le destin de cette jeune femme entière et torturée? Comment va-t-elle trouver finalement à appliquer sa vocation? C'est ce que je vous propose de découvrir dans la seconde partie de cet épisode. Bonjour, c'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Bienvenue au cœur de l'histoire. Nous avons laissé Florence Nightingale à ses tourments, alors qu'elle se trouve à la croisée des chemins. La vie mondaine ne lui inspire plus rien, elle ne souhaite pas se marier, elle ressent un désir impérieux de rallier la vocation de ses 17 ans, aider les autres. Seconde partie, la dame à la lampe. À l'été 1845, Florence annonce à ses parents qu'elle sera infirmière. Jusque-là, elle n'avait encore rien formulé de précis, mais le moment est venu de s'affirmer. D'autant qu'on ne se lasse pas de lui présenter, quand l'occasion s'en présente, tel ou tel homme qui, lui indique-t-on avec insistance dans son entourage, pourrait faire le mari idéal. On lui fait rencontrer un certain Richard Monckton Miles, un gentleman qui possède tout pour lui plaire, y compris les idéaux humanistes. Mais elle reste de glace. Tombé amoureux fou de Florence dès leur première rencontre, l'infortuné jeune homme finit par comprendre que c'est en vain qu'il lui fait la cour et qu'il ne peut que renoncer et disparaître. Lorsqu'un homme lui plaît, Florence s'esquive ou œuvre pour que l'amour se fasse amitié. Elle reprend ses voyages qui l'amènent en Grèce et en Égypte. Jusqu'en 1851, où qu'elle se trouve, elle revit le même embrasement que lors de ses 17 ans. Sa vocation la poursuit. À chaque fois, c'est le même appel, Dieu et les pauvres. Elle fuit l'Angleterre, qui, en raison de son rang social, lui refuse les emplois d'infirmière qu'elle sollicite. « C'est comme si j'avais voulu être fille de cuisine », écrit-elle. « J'ai tout essayé. Voyager à l'étranger, visiter des amis charmants, tout. Mon Dieu, qu'adviendra-t-il de moi ?» De retour d'un séjour en Égypte, elle s'arrête en Allemagne, à Düsseldorf, où elle se met en contact avec un orphelinat. Nouvel appel. Malgré l'opposition radicale de sa famille, ayant quitté cette Angleterre où on lui interdit de répondre à sa vocation, eh bien ici, en Allemagne, elle entreprend dans l'Institut une formation d'infirmière. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, l'âge où le Christ commença sa mission. Maintenant, plus d'enfantillage, plus d'amour, plus de mariage. Maintenant, que le Seigneur me fasse connaître seulement sa volonté, ce qu'il attend de moi. Ô Dieu, ta volonté, ta volonté. L'expérience est une telle réussite que le fondateur de l'établissement lui demande de rédiger un mémoire en anglais pour faire connaître sa structure. Elle a trouvé comment agir. Elle se sent enfin libre. Son séjour à Düsseldorf est l'occasion pour elle d'exprimer la souffrance de toutes les femmes qui aspirent à agir à l'égal des hommes. Les femmes aspirent à l'éducation, pour apprendre à enseigner, pour apprendre les lois de la pensée humaine et la façon de les appliquer.
Et sachant combien, dans l'état actuel des choses, cette éducation ne peut être qu'imparfaite, elles aspirent à acquérir de l'expérience, mais de façon suivie et systématisée. Chez Florence Nightingale, comme chez toutes les femmes qu'anime un noble idéal, le mysticisme fait bon ménage avec les choses concrètes. Alors qu'elle ne cesse d'adresser à Dieu des prières passionnées, elle s'attache à interroger un aspect négligé des soins donnés aux malades, l'hygiène. Partout où elle est passée, c'est le même constat. Ce qui fait défaut, ce n'est ni la bonne volonté des infirmières, ni la qualité des médicaments. Non, ce qui manque cruellement, c'est la salubrité de l'espace dédié aux malades. Lors d'un voyage à Paris, elle se rend à l'hôpital Lariboisière, et là, c'est la révélation. Voici un hôpital où l'air circule grâce aux vastes corridors qui séparent les chambrées. La lumière pénètre dans les chambres par de vastes fenêtres. Florence, qui a acquis de solides connaissances en statistique, comprend là pourquoi la mortalité est moins forte à Lariboisière que dans les autres hôpitaux d'Europe. Pendant ce temps, ses parents, face à la détermination de leur fille, ont fini par déposer les armes. Ils ont accepté sa vocation. L'aval d'une famille prestigieuse et fortunée n'est pas inutile au destin d'une âme forte comme celle de Florence. En 1853, elle prend la direction d'un centre de soins à Londres. Au milieu de l'année, elle devient surintendante d'un institut de soins aux femmes malades, un poste sans salaire. Elle ne vit que par la pension confortable que lui verse son père. À ses compétences d'infirmière, elle joint un sens aigu de l'administration. Elle dresse des bilans quotidiens de l'état du site et de ses malades. Elle organise le corps infirmier de telle sorte qu'il soit subordonné systématiquement au corps des médecins. Mais sa fermeté, lorsqu'un conflit éclate, est telle qu'elle parvient à infléchir les décisions de la direction et à imposer son point de vue. C'est un événement tragique qui va permettre à Florence d'acquérir une notoriété nationale. Début 1853, éclate la guerre de Crimée. L'Angleterre et la France se jettent à tombeau ouvert dans ce conflit où il s'agit de souffler à la Russie la possibilité d'étendre son influence sur l'Occident. Les premiers mois de la guerre apportent des nouvelles effrayantes. Les soldats anglais, avant même d'avoir combattu, sont décimés par les épidémies de choléra et de typhus. Florence n'hésite pas une seconde, elle se porte volontaire et part sur les champs de bataille. Dans le camp de transit de Varna, il y a près de 60 000 soldats. Près de 12 000 d'entre eux sont déjà mourants. Florence Nightingale projette d'envoyer au plus vite un groupe d'infirmières sur place. Pour la première fois dans l'histoire, on invente l'aide humanitaire. Et l'auteur de cette idée est une femme. Florence, pragmatique comme à son habitude, prend soin de rassembler des infirmières appartenant à diverses confessions religieuses. Par exemple, elle sait que de nombreux soldats sont des Irlandais catholiques. À Londres, les journaux se montrent sceptiques. Que viennent faire des femmes dans la boue et le sang? Ainsi que cela a déjà été évoqué au début du premier épisode, Florence Nightingale déploie en Crimée son énergie à soigner et à consoler. Elle panse les blessures du corps et de l'âme. Armée de sa torche, elle devient la jeune fille à la lampe, celle qui fait ce que le chirurgien ne pourra jamais faire, raccommoder les plaies du cœur. Au chevet des malades, elle lit les lettres qu'ils reçoivent d'Angleterre. Elle écrit sous la dictée celles qui sont envoyées par les soldats. Depuis longtemps, elle a compris que le médecin dans le corps médical a depuis longtemps remplacé ce Dieu qui était le patron des infirmières d'antan, qui toutes étaient religieuses. Pour éviter tout trouble interne en cette période de conflit,
elle s'applique à organiser son groupe pour qu'il rende systématiquement compte de ses actions aux médecins. Elle crée une blanchisserie, ouvre une salle de lecture et un espace de jeu pour les convalescents. En un mois, elle parvient à faire remplacer les literies, à faire attribuer à chaque soldat des vêtements neufs et à améliorer la qualité de l'ordinaire. La guerre dure plus longtemps que prévu. La réputation de Florence Nightingale grandit en Angleterre. Elle est parvenue à faire modifier le règlement des armées en période de campagne, à faire modifier notamment toutes les règles d'hygiène dans les hôpitaux militaires. La presse relaie ses exploits. Les anecdotes rapportant son quotidien sur le front touchent à la légende. On raconte qu'elle parcourt toutes les nuits 6 kilomètres dans les couloirs de l'hôpital, munie de sa lampe. Les soldats qui la croisent se jettent à genoux pour embrasser son ombre. Alors qu'elle est encore en Crimée, on crée à Londres un fonds Nightingale destiné à former des infirmières et des aides-soignantes. Florence ne découvre cette institution qui porte son nom qu'à son retour. Une fois revenue en Angleterre, elle ne peut se réjouir des résultats de sa mission. La campagne a coûté la vie à 20 000 soldats, dont 16 000 sont morts sans combattre par le seul fait des épidémies. Un désastre. C'est l'heure du bilan. Florence redevient la statisticienne de génie qui l'a conduite à changer les règles de soins en temps de guerre. Elle produit un rapport de 1000 pages dans lequel elle entreprend une refonte complète de la médecine et de l'hygiène durant des conflits armés. Dans son projet, elle envisage pour la première fois une école spéciale pour former les médecins militaires. Quel que soit le volume des connaissances scientifiques que semble posséder l'étudiant lorsqu'il arrive à l'armée, elles ne sont guère révélatrices de ses compétences pratiques. Mais comme l'entrée dans l'armée lui donne immédiatement l'occasion d'appliquer son savoir et que des patients lui sont très vite confiés, il paraît nécessaire de prévoir une école où il puisse acquérir ses compétences entre le moment où il revêt l'uniforme et celui où il est incorporé dans un régiment. De fait, la première école de médecine militaire du Royaume-Uni est créée en 1860 à Fort Pitt. 2 ans auparavant, Florence Nightingale est devenue la première femme membre de la Société royale de statistique britannique pour son utilisation de graphiques dans le cadre des soins de santé. Partie dans le quasi-anonymat, revenue dans la gloire, Florence entreprend de faire de la formation des infirmières le but de sa mission. Elle a fort à faire, mais elle ne part pas de rien. En Angleterre, comme partout en Europe, on assiste à un renouveau des congrégations religieuses féminines dédiées aux soins des pauvres et des malades. Elle dispose donc d'une pépinière d'instituts dans lesquels elle peut appliquer son projet. La première tâche est de faire de l'infirmière une personne compétente. On sait que les ordres religieux hospitaliers dans le passé attiraient beaucoup de jeunes femmes misérables et ignorantes. Il faut lutter contre les idées reçues et l'opposition du corps médical. Songez qu'à l'époque, John Fleet South, chirurgien à l'hôpital Saint-Thomas de Londres, déclare que selon lui, les infirmières n'ont pas besoin d'autre formation que celle des femmes de chambre. L'école qu'entreprend de fonder Florence Nightingale le 9 juillet 1860 doit être indépendante de l'hôpital, mais rattachée à lui. Indépendance relative donc. Mais il faut que les stagiaires puissent bénéficier de l'enseignement des médecins, tout en restant sous la direction exclusive de la surveillante générale de l'école. Elles n'ont de compte à rendre qu'à la directrice de l'établissement. Florence Nightingale a aussi exposé sa théorie de l'apprentissage, qui met l'accent sur l'acquisition de compétences pratiques. L'observation nous indique comment est le patient, la réflexion, ce qu'il faut faire, la formation, comment il faut le faire. La formation et l'expérience sont bien entendu nécessaires
pour nous enseigner aussi comment observer ce qu'il faut observer, comment penser et ce qu'il faut penser. Durant 10 années, les difficultés ne manquent pas. Mais en 1887, soit 27 ans après sa fondation, l'école peut se vanter d'avoir formé plus de 500 infirmières. À 67 ans, Florence a réussi son projet au-delà de toute espérance. Des écoles Nightingale ouvrent bientôt partout dans le monde. Elle avait déjà été décorée de la Royal Red Cross par la reine Victoria en 1883. En 1907, elle devient la toute première femme à recevoir l'Ordre du Mérite. Épuisée par des décennies de combats, Florence doit s'aliter en 1897. Elle est victime d'une forme de surmenage. Aujourd'hui, on parlerait d'un burn-out. Cependant, elle va continuer pendant des années, depuis son lit, à diriger les réformes qui restent à accomplir pour la bonne marche de ses écoles. Des années où, vaille que vaille, elle utilise ses dernières forces au service de sa vocation. Pour son 90e anniversaire, elle reçoit un message personnel du roi George V d'Angleterre. Elle meurt quelques mois plus tard, le 13 août 1910, dans sa maison de South Street à Londres. Plus d'un siècle après sa disparition, médecins et infirmières du monde entier utilisent encore les méthodes de soins développées par Florence Nightingale, la dame à la lampe, dont la vie passée au service des autres n'eut jamais qu'un mot d'ordre, aider. C'est la fin de ce double épisode consacré à Florence Nightingale, pionnière des soins infirmiers modernes. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, parlez-en autour de vous et faites-moi part de vos commentaires sur le groupe Facebook Au cœur de l'histoire. Je vous lirai et je vous répondrai. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer ou la plateforme sur laquelle vous écoutez habituellement vos podcasts. Au cœur de l'histoire est une création originale Europe 1 Studio. L'épisode que vous venez d'entendre a été écrit en collaboration avec Jean-Louis Bachelet. La réalisation est de Clément Ibrahim. Et si vous voulez aller plus loin, la bibliographie de cet épisode vous attend sur le site d'Europe 1. À très bientôt!